L'Algérie doit se rendre aux urnes le 1er novembre pour un référendum constitutionnel controversé. La campagne électorale a débuté sur fond de contestation sociale. On en parle avec Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, le 1er novembre, on le rappelle, sera donc un jour de vote en Algérie. Les électeurs devraient se prononcer sur la réforme de la Constitution. Du point de vue du président algérien Abdelmadjid Tebboune, cette réforme serait le fondement de la nouvelle Algérie. Qu'apporterait réellement cette réforme, Naïm Kamel? Écoutez, il a beau dire ce qu'il veut dire, pas grand-chose. On assiste à des arrangements au niveau du fonctionnement du gouvernement, du Parlement, le plus important étant la modification apportée au rôle de l'armée et à sa possible intervention, désormais, qui sera désormais possible avec la réforme constitutionnelle, à l'étranger, en dehors du territoire algérien. Mais vous savez, c'est du cosmétique tout cela, en dehors de ce qui concerne l'armée. Les Algériens le savent, le Hirak le sait, et ensemble, ils refusent et boycottent cette constitution, et nous assistons plutôt à une campagne référendaire timorée en Algérie. Vous savez, ce référendum se déroule un 1er novembre. C'est une date symbole, celle de déclenchement de la lutte pour la libération de l'Algérie. C'est une façon de signifier aux Algériens que l'armée algérienne et le pouvoir qui en découle continuent et persistent dans la captation du patrimoine révolutionnaire de l'Algérie et de s'en servir. Bon, le véritable test pour cette constitution, ça va être le taux de participation. L'enthousiasme n'est pas énorme en Algérie et on sait que pour la présidentielle, c'est à peine 40% des Algériens qui officiellement se sont rendus aux urnes pour voter. Donc on va voir cette participation, quel niveau elle va atteindre, mais je crois qu'il faudrait faire confiance à l'appareil de l'État algérien pour gonfler les chiffres. Mais on sait ce que ce genre de constitution peuvent donner, et ils donnent ce qu'ils ont donné ils vont donner ce qu'ils ont donné par le passé, parce qu'en fait la nouvelle Algérie c'est juste une façon d'appeler l'ancienne Algérie, et on a vu que les autres, ne serait-ce que pour le respect, parce qu'une constitution ne vaut que par l'usage qu'on en fait. On a vu l'usage qu'on a fait des autres constitutions, ne fût-ce que pour le mandat présidentiel, et qui a fini par la sortie par la petite porte de Abdelaziz Bouteflika. Alors, on revient sur un point que vous avez abordé, mais plus en détail, en termes de démocratie et de partage du pouvoir. Que propose cette constitution, Naïm Kamel? Écoutez, je vous ai dit qu'il y a des arrangements, mais parmi les curiosités de cette constitution, il y a ce qu'on appelle le fait majoritaire, le fait de la majorité parlementaire. Et curieusement, je n'ai pas connaissance que ce type de disposition existe dans d'autres constitutions de parlement. C'est que si le président arrive à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale ou populaire, comme il l'appelle en Algérie, une majorité présidentielle, le chef du gouvernement va être un Premier ministre, c'est-à-dire qu'il va être soumis à la volonté du président. Sinon, s'il y a une opposition ou une autre coalition majoritaire qui arrive à se former, à ce moment-là, le Premier ministre va s'appeler le chef du gouvernement. C'est-à-dire, qu'on va essayer, on essaie par là de dire qu'on ouvre une brèche qu'on ouvre une brèche pour une forme de cohabitation entre une certaine volonté populaire et le pouvoir en place qui reste d'essence militaire et autoritariste. À partir de là, ce n'est pas vraiment un partage démocratique. On ne peut pas dire que ça va être qu'une manière de dire qu'on donne sans rien céder.
Alors, Naïm Kamal, ce qui retient l'attention dans les modifications que devrait connaître la constitution algérienne, vous l'avez dit, c'est la possibilité pour l'armée algérienne de se déployer à l'extérieur du pays, ce que l'actuelle constitution lui interdisait expressément. À quoi rime réellement ce changement dans la doxa militaire de l'Algérie? Oui, vous l'avez dit, la doxa militaire algérienne, entre guillemets, voulait que l'armée populaire nationale, ou l'armée nationale populaire, l'ANP, n'est habilitée que pour défendre le territoire national, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, et de ne réagir qu'en cas d'agression extérieure. Bon, c'est une doxa qui vaut ce qu'elle vaut en réalité, parce que on ne va pas nous faire croire que le pouvoir algérien au Alger s'interdisait d'intervenir à l'étranger ou d'intervenir dans d'autres pays. Mais il préférait jusque-là des méthodes barbouzardes, c'est-à-dire qui sont confiées à la toute puissante sécurité militaire algérienne. Aujourd'hui, ils ont besoin d'abord d'asseoir une armée pléthorique dans son environnement, de pouvoir intervenir soit dans des forces régionales, comme au Sahel par exemple. On voit où va le regard de la hiérarchie militaire algérienne. On voit ce qui se passe en Libye. Bon, heureusement on en est vers la fin, mais il faut espérer que ça va durer. Mais c'est-à-dire que dans la région du nord-ouest africain, on est dans une remodélisation géopolitique qui est en cours, et que l'Algérie veut se donner les moyens, entre guillemets, constitutionnels, de pouvoir agir. En même temps, si vous permettez, en même temps, cette Algérie a une armée qui est perméable au tempo social et politique de la population algérienne, et c'est une façon, on l'a dit, à des opérations de maintien de paix ou en l'occupant à l'étranger, de la distraire de la politique intérieure. C'est l'un des objectifs recherchés par cette modification constitutionnelle. Alors, Naïm Kamal, des analystes craignent à ce que cette modification dans les missions de l'armée algérienne, en théorie jusque-là exclusivement concentrée sur la défense du territoire national, soit un message au Maroc. Est-ce qu'il pourrait y avoir une escalade dans les tensions algéro-marocaines ? Vous savez, j'ai vu qu'il y a des lectures par plusieurs observateurs, vous l'avez dit, notamment marocains, que cette disposition va libérer la main de l'état-major militaire algérien face au Maroc. On dit que cela aussi pourrait lui permettre de conclure des accords de défense mutuelle avec des pays tiers ou des États tiers, et par induction, on pense à la prétendue raste, que cela pourrait être le prélude à un affrontement direct ou déclaré ou ouvert avec le Maroc. Vous savez, le risque d'un affrontement maroco-algérien est constamment présent, il est constamment d'actualité depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est une donne qui fait partie de la géopolitique bilatérale. On l'a vu, même il y a eu cette armée qui n'intervient pas à l'extérieur, qu'on le dit, n'intervient pas à l'extérieur, deux accrochages à Amgala en 1976, et que on le sait, que la tension maroco-algérienne s'est beaucoup accentuée depuis la récupération du Maroc, du Sahara par le Maroc. Donc, c'est quelque chose de très présent, et je ne crois pas que le commandement suprême de l'armée marocaine ou que son état-major ignore cette réalité, ou qu'ils vont dormir sur leur laurier. On sait que l'armée algérienne, tous ses entraînements se font en direction du Maroc, et on ne compte plus le nombre de manœuvres militaires qui sont faites Merci beaucoup à la frontière marocaine. Votre idée est très claire. Merci beaucoup, Naïm Kamal, pour cet éclairage.